Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Ils sont partis, les 450 pèlerins catholiques au lieu saint de la chrétienté. Paris, Rome, la Terre Sainte et Lourdes sont les grandes étapes de cette démarche de foi. Avant leur départ, les pèlerins ont pris part à une messe d'envoi à l'église Saint-Pierre de Baobab. L'hivernage ne rime pas toujours avec une salubrité des marchés. Dans cette édition, reportage au célèbre marché des fruits de Sandika à Pikine. L'hivernage, ce sont aussi les risques liés à l'état des pneumatiques des véhicules qui font de longs trajets. La rédaction s'est intéressée au sujet. Alors, êtes-vous déjà allé aux îles de la Madeleine? Elles sont situées en face de Soumbédioune. L'endroit suscite la curiosité. C'est le domaine des oiseaux, des tortues et autres poissons que nous ferons découvrir à Koumba Diakhatemar. D'abord, la feuille d'audience du chef de l'État. Le groupe Millennium va investir au Sénégal 100 millions de dollars, soit 45 milliards de francs CFA, dans les prochaines années. Les investissements seront axés sur la téléphonie mobile et sur l'Internet avec une projection sur le commerce en ligne. Le groupe Millennium va ainsi renforcer sa présence au Sénégal avec un accroissement du volume d'investissement. Le PDG de ce groupe a été reçu par le chef de l'État. Le voici au micro de Pape Birham Biguindiaye. L'objectif de la visite, c'était pour partager avec le président la volonté de Millicom et de Tigo d'investir au Sénégal et de continuer à renforcer notre présence dans le pays. Le montant d'investissement qu'on a partagé avec le président, c'était autour de 100 millions de dollars. Ça, c'est plutôt pour la partie mobile, mais il y a aussi d'autres opportunités telles que l'Internet qu'on explore et on pourra bientôt aussi être un concurrent important sur le marché. Les investissements vont venir surtout sur la partie mobile et l'Internet, mais les autres domaines où on pense développer et investir, ce sont les online business, donc le commerce électronique et aussi la plateforme de services mobiles pour financiers mobiles. Voilà, les pèlerins catholiques au lieu saint de la chrétienté ont quitté Dakar, divisés en deux groupes. Ces fidèles ont embarqué hier et aujourd'hui à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Philomène Constance Diagne a assisté à la cérémonie officielle de départ. Voici son reportage. Hall de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, cadre assez inhabituel avec un plein de monde et des chants bien catholiques. Ce n'est autre que des pèlerins prêts à embarquer pour la Terre Sainte, Rome. L'étape de la préparation passée, l'heure est au souhait. Vous allez donc dans ces Terres Saintes. Ce sont des lieux de prière qui font que vous êtes encore plus proche du Tout-Puissant. Alors, nous vous disons bon voyage et nous souhaitons que vous reviendrez en paix ici dans notre pays. Je prie beaucoup pour que vous reveniez avec plus d'inspiration, plus de capacité de propager le bien autour de vous, de faire en sorte que nous tous, qui ne sommes pas allés, ceux qui n'ont pas eu la chance de partir, puissent par votre contact, par votre lumière, par vos prières, devenir meilleurs. Vous êtes peut-être la petite partie d'une grande communauté qui pourrait, en revenant, inspirer cette communauté qui en a vraiment besoin. Les pèlerins ont salué les efforts de l'État, efforts consentis pour de meilleures conditions dans cette démarche de foi. Des prières seront formulées pour un Sénégal de paix. Comment ne pas vous dire aussi merci avec toutes les autorités aéroportuaires, de tout cœur, et de vraiment, avec une reconnaissance avérée, vous avez l'assurance que là où nous serons, dans tous les sanctuaires où nous allons prier, que ce soit en France, en Italie, en Israël, le Sénégal et vos personnes, vos communautés et vos familles, nous serons présents. Ce voyage au lieu saint de la chrétienté va durer 21 jours, période durant laquelle les pèlerins vont méditer sur le thème intitulé « Être pèlerin de foi ». Paris, Rome, Terre Sainte et Lourdes sont là les destinations des pèlerins catholiques sénégalais. Ils sont 450 cette année à effectuer le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Avant d'effectuer cette démarche de foi, ils se sont ressourcés au cours d'une messe dite d'envoi à l'église Saint-Pierre de Baobab. Jérôme Gomis, Louis-Philippe Sagna.
Messe d'envoi au temps fort de recueillement pour invoquer la grâce divine avant d'entamer cette démarche de foi. Tous les 450 pèlerins ont voulu communier dans la joie et l'allégresse avec leur pasteur. L'évêque de Kaolack a rappelé que c'est une célébration à l'honneur de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs pèlerins, c'est aujourd'hui que débute réellement notre pèlerinage. Avec cette messe d'envoi que nous célébrons en l'honneur de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous sommes habillés en rouge. Ces ambassadeurs des différentes églises du Sénégal vont suivre les pas du Christ, un parcours de la foi pendant 3 semaines. Chacun de nous va entrer en dialogue avec son Seigneur de manière tout à fait particulière et personnelle. La parole de Dieu que nous venons d'écouter ensemble nous indique le chemin d'un bon et fructueux pèlerinage sous la lumière et l'assistance de l'Esprit Saint qui est le pilote de nos existences. Paris, Rome, Terre Sainte, Lourdes, 4 étapes qui vont accueillir ces pèlerins. L'étape qui va me marquer le plus, c'est l'étape où je vais marcher sur les pas du Christ. C'est-à-dire quand je serai à Jérusalem, à Terre Sainte Israël. Il me faut aller prier beaucoup pour le monde, surtout au Sénégal, que nous soyons en paix, que Dieu nous bénisse. Avant la fin de cette célébration, tous se sont engagés à renouveler leur foi. Dernier acte, la remise du catéchisme de l'Église catholique. Guinaw Rail Sud, Yeumbeul Nord dispose désormais de postes de police. Le général Pathé Seck a inauguré les infrastructures. Une occasion pour le ministre de l'Intérieur de réaffirmer l'engagement de l'État à assurer une police de proximité et combattre le banditisme partout. Oumou Kalsoum Sall. Il s'agit là de la concrétisation d'une vieille doléance des populations de Guinaw Rail. Ce quartier, jadis réputé dangereux, entre dans une nouvelle ère avec ce poste de police. Les habitants espèrent désormais plus de quiétude. Il s'agit dans un premier temps d'assurer la sécurité et la protection rapprochée des populations, et cela en installant la peur dans le camp des malfaiteurs. Et dans un deuxième temps, et pas des moyens de faciliter l'obtention ou la légalisation de certains des actes administratifs sans que nous ayons à franchir vraiment les rails, se rendre à Thiaroye ou bien vraiment à Pikine. Monsieur le ministre, la ville de Pikine n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il est de notre objectif d'assurer sur l'ensemble du territoire communal une couverture sécuritaire adéquate par la construction de 3 autres postes de police à Dalifort, à la Zac Mbao et à Keur Massar dans le budget de 2014. Une police de proximité, un vœu cher aux autorités. La peur doit changer impérativement de camp, tout le sens qu'il faut donner à cette cérémonie. Elle consacre la mise en œuvre du concept de sécurité de proximité que la police nationale s'emploie à développer un véritable corps de doctrine. Une politique de proximité qui doit permettre à la police de s'adapter pour répondre à la délinquance de masse et qui doit favoriser des relations qualitatives entre l'institution policière et les populations. La sécurité est vecteur de développement, a laissé entendre le général Pathé Seck, raison pour laquelle il est sensible aux réclamations des populations pour la multiplication des postes de police. Par une politique de recrutement hardie, impulsée d'ailleurs par M. le chef de l'État, la Direction générale de la police nationale va se donner progressivement les moyens de répondre à court et moyen terme aux nombreuses et légitimes sollicitations des populations.
Auparavant, le général Patesek, accompagné du directeur général de la police nationale, a inauguré le commissariat de police de Yeumbeul Nord. 2 morts, 18 blessés, c'est le bilan de l'accident de la circulation hier à hauteur de Sébikotane. Un car Ndiaganja est entré en collision avec un camion frigorifique. Ibrahim Andong. Des images qui en disent long sur la gravité de l'accident. Un car Ndiaganja en provenance de Bambey est entré en collision avec un camion frigorifique. L'accident s'est produit à hauteur de Sébikotane. L'excès de vitesse d'une route mouillée dans un virage constitue la principale explication. C'est un car Ndiaganja qui venait de Bambey. Enfin, pour se rendre à Dakar, après il est arrivé au virage, il a perdu le contrôle, et il s'est renversé et malheureusement il est entré en collision avec un frigo qui venait de Dakar et il y a eu un accident très grave. Il y a eu 2 morts sur le coup et beaucoup de blessés graves. Le bilan s'élève à 2 morts dont le chauffeur et 18 blessés transportés à l'hôpital régional de Thiès, une situation qui pose avec acuité le comportement de certains chauffeurs. Parlons maintenant de nos reportages d'actualité. À Dakar, circuler facilement dans certains marchés n'est pas chose aisée. Pour cause, la plupart de ces lieux de commerce sont sales en cette période de pluie. Un tour au marché syndicat de Pikine et vous vous rendez compte de cette situation. Dans ce grand marché aux fruits de la banlieue, l'état d'immondice jonche le sol. Une situation que déplorent usagers et riverains qui n'arrivent pas à identifier les véritables fautifs de ce décor insalubre. Salienko Sissoko et Eric Nimati. Marché syndicat de Pikine. Après la pluie, les immondices. Dans ce marché aux fruits de la banlieue, l'insalubrité règne en maître en cette période d'hivernage. La saleté nous indispose dans ce marché. Il faut trouver une solution. Ça me gêne beaucoup. C'est les ordures là, c'est pas bon pour les santé. Ça me dérange beaucoup. Dans ce décor, certains commerçants tentent de s'organiser pour rendre plus accueillants leurs étals de fortune. Nous payons des charretiers pour nous livrer des gravats. Cela nous permet de vendre dans de bonnes conditions. On me paye 3 000 francs par charrette. C'est une bonne affaire pour moi. Tous les soirs, avant de quitter, nous balayons notre site. Si tout le marché le fait, il n'y aura pas de saleté. Plus de 5 000 personnes travaillent ici. Et chaque jour, ce sont des tonnes d'ordures qui sont produites dans ce marché. Toutefois, leur évacuation hors du site demeure un sérieux problème. Pour les commerçants, c'est la mairie de Pikine, chargée de le faire, qui prête le flanc. Ce travail de nettoyage revient à la mairie. Nous payons des taxes, mais on constate qu'elle ne fait pas son travail. Du côté de la municipalité, le discours est tout autre. Selon les autorités, les agents préposés au ramassage des ordures font correctement leur travail. Le problème est à chercher ailleurs. Il y a 2 intervenants au niveau de ces marchés-là. Il y a les concessionnaires et il y a la ville. La ville met au niveau du marché des équipes de nettoiement. Ces équipes sont chargées de nettoyer l'intérieur du marché et de déposer les ordures au niveau des bacs. Mais l'enlèvement de ces bacs ne relève pas de la compétence de la mairie. L'enlèvement de ces bacs-là relève de la compétence des concessionnaires. Marché Tilène à la Médina, autre lieu, même décor, ou presque. Ici également, l'insalubrité a fini de s'installer en cette période des pluies. Une situation qui tend à se généraliser dans beaucoup de marchés de la capitale. Voilà, durant l'hivernage donc, les véhicules sont bien souvent exposés à des risques, surtout lors des longs trajets. C'est pourquoi certains chauffeurs mettent à profit cette période
pour vérifier l'état de leurs véhicules, en particulier les pneus. Nous y reviendrons dans un instant avec le reportage de Alun Badarakan. L'engagement du chef de l'État de renforcer les capacités et prérogatives des corps de contrôle de l'État répond à une aspiration populaire à la transparence et à la bonne gouvernance. Selon Abdoulaziz Diop, le conseil spécial du chef de l'État est l'invité de l'émission hebdomadaire Le Point. Il aborde l'actualité de la semaine marquée par les inondations et le rapport de l'IGE remis hier au chef de l'État. Voici un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Ousmane Garifaye. Il faut renforcer tous les corps de contrôle de l'État pour faire en sorte que l'argent public ait une seule destination, la satisfaction des besoins économiques et sociaux des Sénégalaises et des Sénégalais. Il le dit dans un contexte où quand même on note que vous avez battu le record de gré à gré dans la passation de certains marchés. Il n'y a pas là une contradiction? Alors, le ministre de l'économie et des finances semble avoir dit au Parlement le contraire de ce qui se dit, à travers la presse notamment. En réalité, ce dont il est question, ce n'est pas du gré à gré. Beaucoup de Sénégalais se demandent où est passé Abdoulaziz Diop, ce fameux porte-parole du F23, un des seigneurs de la contestation sous Wade. Le combattant a-t-il baissé la garde, s'est-il rendu ou a-t-il simplement changé de stratégie? Ce que je puis dire, c'est que ce Abdoulaziz Diop-là reste fidèle à au grand principe, au grand volet de la plateforme du mouvement du 23 juin originel. Vous alertez toujours? On alerte toujours. Voilà l'intégralité de l'émission à la fin de ce journal. Également, après ce journal, le magazine de la RTS vous propose donc propose un documentaire de la NHK, la télévision japonaise, sur la TICAD 5. C'est la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement. La TICAD 5 s'est tenue le 10 juin 2013 à Yokohama. Plusieurs chefs d'État africains, dont Macky Sall, y ont pris part. Toujours à propos de la TICAD, nous vous proposerons dans nos prochaines éditions un grand reportage sur la reconstruction des zones dévastées par le tsunami de 2011, l'exemple de la ville de Ishinomoka dans le nord du Japon, un reportage réalisé par une équipe de la RTS en séjour au Japon du 8 mai au 10 juin 2013. De l'actualité nationale, la signature d'un contrat entre l'État et le secteur privé, c'est pour aider les entreprises à faire face à la crise. C'est ce que préconise Alun Sarr, le ministre en charge du commerce et de l'industrie. Il a fait cette déclaration au cours de la visite de travail effectuée au MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, Alassane Diédhiou. Voilà, nous reviendrons dans un instant sur ce reportage. Le Bénin et le Togo confient désormais le contrôle de leur espace aérien à l'ASECNA, la réunion ministérielle relative à la gestion de la faille internationale. La région Accra a pris d'importantes mesures pour la mise en œuvre de la politique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, à Basso. Depuis 1959, date de création de l'ASECNA, le Togo et le Bénin ont toujours raté le vol de la gestion et du contrôle de leur espace aérien par l'agence. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons confié la partie Togo-Bénin de cette gestion de la navigation aérienne à l'ASECNA. Et donc aujourd'hui, avec l'ASECNA et nos collègues du Ghana, nous nous sommes réunis. Nous avons mis en place une équipe de travail ad hoc qui, d'ici la fin de l'année 2013, devra se pencher sur les modifications éventuelles de cet accord. Le Bénin et le Togo, avec l'ASECNA, pourront se doter des équipements nécessaires pour pouvoir prendre en charge la gestion de leurs zones respectives, aériennes respectives. C'est une des décisions majeures de cette réunion ministérielle relative à la gestion de la FIR Accra, Fly Information Region, qui regroupe 3 pays, le Ghana, le Bénin et le Togo. President John Dramani Mahama mandated me to deliver a message to his colleagues present. Mon président m'a mandaté pour livrer un message à ses pairs Fort Gnassingbé et Yahi Boni pour continuer la collaboration et la coopération dans le domaine de l'aviation civile. Et je trouve que c'est une rencontre fructueuse pour la poursuite de la collaboration.
work out quickly for continuation of the collaboration and the cooperation. 3 pays membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui veulent mettre en synergie leurs forces pour renforcer la sécurité et la sûreté du trafic. L'article 1 de la Convention de Dakar stipule que les États mettent en commun la gestion de leurs espaces aériens. Donc c'est ce que les États membres aujourd'hui ont décidé de rectifier pour que ce soit effectivement la SECNA qui contrôle l'espace au-dessus du Togo et du Bénin. La balkanisation de l'espace aérien africain reste un frein au développement de l'aviation civile. La recommandation forte que je ferai, surtout à l'endroit de nos partenaires, c'est de mettre en œuvre ces recommandations-là. Et je pense que l'espace continuera à être géré de manière harmonisée. Après 2 jours de réflexion des experts, le rapport a mis un accent particulier sur la coopération pour trouver les meilleures solutions pour la gestion de la FIR. Le rapport contesté au début a par la suite été amendé et adopté au final. Rien ne marche entre le port autonome de Dakar, le syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité SAGAS, à l'origine de la discorde des informations relayées ce week-end par la presse, faisant état d'un licenciement de 450 agents de sécurité par le port. À cela s'ajoute le recrutement de personnel non qualifié pour assurer la sécurité de la dite structure. Les autorités portuaires ont apporté un démenti catégorique à ces informations et comptent saisir la justice pour établir la vérité. Lamine Touré. L'affront a été durement ressenti par le port autonome de Dakar et la réplique ne s'est pas fait attendre. Les informations qui sont parues au niveau de la presse étaient des informations erronées. Le port n'a pas remercié 450 agents de sécurité. Le port a attendu le terme des contrats qu'il avait avec des sociétés de gardiennage pour décider de lui-même de gérer sa sécurité, les questions de sa sécurité, compte tenu du caractère stratégique de la sécurité au niveau portuaire et au niveau international. En venant à cette conclusion, le port autonome de Dakar entend se prémunir contre les actes de vol perpétrés dans l'enceinte portuaire, cette fois-ci avec des hommes et femmes qualifiés à la tâche. On a fixé un profil pour ces agents, un profil de recrutement, et ensuite nous les avons formés sur les matières qui nous intéressaient, telles que le code ISPS, tels que la sécurité incendie, tels que le secourisme, tels que l'exploitation portuaire, tels que la réanimation. Je me demande comment on peut renvoyer quelqu'un qui n'est pas votre agent. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas signé un contrat, vous ne pouvez pas le licencier. La suite à ces accusations est sans ambiguïté. Le directeur général se réserve le droit justement d'ester en justice. Des sommations interpellatives vont être servies. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi savoir qu'on a dit qu'on n'a pas fait d'appel d'offres et qu'on a fait un marché de gré à gré. Il appartient à l'accusateur de prouver qu'on a fait un gré à gré. Ils sont aujourd'hui 450 agents de la société de gardiennage SPS à s'occuper de la sécurité du port autonome de Dakar. La seule société d'ailleurs retenue après un appel d'offres. Au cours de ce point de presse, le port de Dakar a soutenu avoir considérablement revu à la hausse la situation sociale de ce nouveau personnel de sécurité. L'objectif est d'être davantage compétitif avec ce nouveau dispositif. Signature d'un contrat entre le secteur privé et l'État du Sénégal. Il s'agit d'aider l'entreprise industrielle à faire face à la crise. C'est ce que préconise Alioune Sarr, le ministre en charge du commerce et de l'industrie. Il a fait cette déclaration au cours de la visite de travail effectuée au MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal. Alassane Diédhiou. C'est au tour du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, de recevoir le ministre en charge du commerce et de l'industrie après sa rencontre avec le CNP. Comme il l'avait annoncé devant les chefs d'entreprise du Conseil national du patronat, Alioune Sarr a réaffirmé sa volonté d'organiser entre les 28 et 2 octobre prochains des journées d'industrie. Une occasion de passer au crible les difficultés auxquelles sont confrontées les différentes composantes de ce secteur secondaire. Des mots sur lesquels le président du MEDES a particulièrement insisté. Il nous semble important d'attirer votre attention ce que j'appelle la tyrannie et la cruauté des 3 F. La cruauté des 3 F, c'est financement, c'est fiscalité et c'est foncier.
qui plombe sérieusement la compétitivité et la survie des entreprises sénégalaises. Car pour qu'une économie nationale soit compétitive, il faut d'abord que ces entreprises nationales le soient. En réponse à ces interpellations, le ministre en charge du commerce a fait remarquer que la solution passe par un examen sectoriel des difficultés et la solution, dira-t-il, passe nécessairement par un contrat de filière. Et le ministre a décliné son plan stratégique en plusieurs axes opérationnels. Nous voulons arriver à mettre en place des produits financiers innovants, capables d'accompagner les PME-PMI au regard des objectifs qu'on s'est fixés, mais également sur la chaîne de valeur. Avec le secteur privé, nous devons pouvoir porter justement ces financements innovants et qui vont travailler aussi sur le taux d'intérêt. Oui, effectivement, si le président a mis en place le FONGIP, le FONSIS et la BN2, ce n'est pas pour qu'ils utilisent exactement les mêmes méthodes. L'entreprise sénégalaise n'est pas en congé, ajoutera-t-il, pour peu qu'on la soutienne et peut être davantage performante. Au niveau de l'UEMOA, la balance commerciale du Sénégal, estimée à 500 milliards de francs CFA, est excédentaire au profit de notre pays de plus de 100 milliards, a-t-il conclu. À présent, zoom sur les îles de la Madeleine. Elles sont situées au large de Dakar, en face de la baie de Soumbédioune. En fait, c'est un ensemble de 3 îlots qui ont toujours suscité la curiosité. Poissons, oiseaux, tortues sont les seuls occupants de l'endroit. Découverte des îles de la Madeleine avec Koumba Diakhatemar. Baie de Soumbédioune, il est 10 heures passées. La météo est clémente, pas de houle, pas de marée haute. Direction cette île qui, vue de loin, paraît comme un plateau posé sur la mer. C'est parti pour une traversée bien sécurisée par les gardes-côtes. Il faut parcourir 3 km 500 sur l'océan pour arriver sur le parc des îles de la Madeleine. En langage lébou, Lougne signifie qui affleure. C'est le nom choisi pour désigner ces 2 îles. Elles sont inaccessibles. Mais c'est vraiment la partie sauvage donc, de l'île. On ne peut pas y accéder. Vous avez vu comment c'est. Donc c'est pratiquement pas possible d'y accéder. Il n'y a que les oiseaux qui y vont. Donc vous voyez comme c'est couvert de fientes là, blanc là. Ce sont les oiseaux qui déposent leur déjection là-bas. À côté, la célèbre île aux serpents, une déformation de l'île aux serpents, du nom d'un ancien officier de l'armée française. Sarpan aurait été déporté ici pendant la colonisation. Certainement, c'était un soldat un peu rebelle et on l'a amené ici en punition parce que quand on t'amène ici, si on ne vient pas te récupérer, tu ne peux pas repartir. Il y a d'autres qui l'appellent aussi Wer. Ça veut dire que les grands bateaux contournaient les îles pour aller à Gorée. On disait que les génies se transformaient de temps en temps par un serpent. C'est pour ça qu'on dit île aux serpents. Cette île aux rochers est bien taillée par la nature, à l'image de cette sculpture qui, pour certains, symbolise un couple de lions. Une femelle et un mâle, avec les sculptures de Dieu. La partie maritime de l'île est composée de 3 zones. Si les zones A et C accueillent les oiseaux, à la zone B, c'est là où les tortues viennent se reproduire. Les tortues marines, tu vois, sont là, ils viennent à un temps bien donné, à la période calme, ils viennent déposer leurs œufs et retourner. Tu vois. À la période donnée, c'est les œufs qui sortent. Juste à côté de la plage des tortues, à l'entrée principale au Cric Hubert, il y a une magnifique piscine naturelle. C'est pas profond. Et c'est doux, c'est bien de baigner ici. Hein. Parce qu'il n'y a pas de pollution aussi. C'est à la fois une piscine et un aquarium. Tout comme le côté maritime, la partie terrestre de l'île aux serpents offre également un environnement riche et varié. Plus de 107 espèces végétales y ont été dénombrées. Ici, les baobabs nais constituent la principale attraction. C'est dû certainement aux conditions marines, donc pas le vent tout simplement, mais peut-être l'humidité. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et qui font que les arbres se sont adaptés au milieu et sont en général nés. Le tamarin, dans la partie continentale, se trouve être un grand arbre. Ici, les conditions du milieu font qu'il s'est adapté comme ça et il est né comme ça, c'est un tamarin né. Les arbres poussent comme des lianes. Ainsi, ils donnent de la verdure à cette île de pierre qui suscite toujours la curiosité.
Voilà, premier jet de notre série de reportages sur les îles de la Madeleine. Demain, Koumba Diakhaté-Ma reviendra sur d'autres aspects. Je le disais, durant l'hivernage, les véhicules sont bien souvent exposés à des risques, surtout lors des longs trajets. C'est pourquoi certains chauffeurs mettent à profit cette période pour vérifier l'état de leurs véhicules, en particulier les pneus. Wali Gueye, Alioune Badara Kane. Un long voyage, ça se prépare. Surtout en cette période hivernale, vieux routier, El Hadji Serigne Cissé inspecte l'état de son véhicule. Rien n'échappe à sa vigilance. Tout y passe, les pneus, surtout les pneus, sans oublier le système de freinage. El Hadji Serigne Cissé vérifie tout. Cela est devenu un rituel à l'occasion de chaque hivernage. En temps de pluie, il faut inspecter son véhicule, revoir tout le système. L'hivernage est une période à haut risque. Je recommande même à mes collègues surpris par de fortes pluies sur la route de s'arrêter. Une telle inspection permet de changer les pièces défaillantes. Transporteur, Pascal Tine lui ne s'y trompe pas. Durant l'hivernage, on n'est jamais assez prudent. Pendant l'hivernage, on change les pneus des voitures, changer aussi les organes, parce que, bon, quand c'est l'hivernage, bon, les visibilités, tu ne vois pas, tu dois réparer les lumières de la voiture, changer les pneus et tout. Avec la saison des pluies, circuler sur les routes devient difficile, les risques augmentent. Il faut donc s'équiper, avoir des pneus appropriés pour tenir la route. Je recommande aux clients qui achètent les pneus de chercher des pneus qui ont des rayures, parce que ça facilite vraiment le freinage des automobilistes. Ouais, et voici les rayures, vous avez vu. Ouais, c'est ça, ce qu'on appelle les rayures. Ouais, c'est ça. En période hivernale, les pneus marchent. Alhamdulillah. Contrôler son véhicule en cette période hivernale est une exigence, surtout pour les longs voyages. La chaussée est particulièrement glissante. Pourtant, des roues appropriées existent. Il suffit de s'équiper pour rouler en toute sécurité. Reportage signé Alioune Badara Kane. Inciter les jeunes filles à embrasser le métier de technicien, c'est un des objectifs du G15, le centre d'enseignement technique qui fêtait sa 14e promotion. En fait donc son credo. Le ministre de la formation professionnelle a cité la première dame en exemple. Mariam Sall était la marraine de la cérémonie. Maman Moussagna. Avec cette 15e promotion, ce sont des techniciens de type nouveau qui sont formés par le Centre d'entrepreneuriat et de développement technique. En effet, le centre explore de nouvelles filières depuis quelques années. La maintenance mécanique, les structures métalliques et aluminium, le génie civil appliqué aux bâtiments et travaux publics, entre autres. Mieux, le CEDT a mis en place un 7e département destiné à la géomatique à travers le projet éducation pour l'emploi. À l'occasion, la sortie de la première promotion de ce département est fêtée. Et cette géomatique, elle est formée ici avec une formation diplômante dans notre pays, qui n'a rien à envier avec d'autres pays. Et je crois que dans la sous-région, c'est pratiquement nous qui en faisons avec des diplômes. L'employabilité des jeunes passe nécessairement pour le Sénégal de demain par une formation professionnelle, donc diversifiée. Cette année, la promotion porte le nom de la première dame, Mariam Sall, une façon de motiver davantage les jeunes filles à embrasser le métier de technicien. Il explique d'ailleurs que nous avons choisi Mme Mariam Faye comme notre marraine, ce qui peut constituer quelque part un exemple pour les filles. Il y en a beaucoup donc de nos sortants qui ont créé les entreprises. Dans le secteur de l'emploi, nous avons aussi environ 60 à 65% d'insérés. D'ailleurs, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a réitéré sa volonté d'installer des cellules de points focaux, genre qualité et environnement, dans les structures. Il a ensuite demandé aux filles de s'inspirer de la première dame. Dans tous les pays développés, les filles sont pratiquement partout, dans toutes les formations. Vous avez parlé donc de la première dame, qui dans les années 92 déjà était dans ces filières. Elle a obtenu son baccalauréat en électrotechnique. Je crois que c'est ce qu'il faut développer. Nous l'avons commencé, nous sommes en train de le continuer. Et dans plusieurs filières, que ce soit industriel ou bien même la formation professionnelle, aussi dans le tertiaire. Actuellement, le CEDT regroupe plus de 500 étudiants de 15 nationalités et dispose de 7 filières.
Sur l'international en Syrie, des images sur l'usage d'armes chimiques circulent depuis ce matin sur Internet. Pour l'opposition, c'est le pouvoir de Bachar al-Assad qui est en cause. Mais les autorités syriennes ont démenti cette information. Les images diffusées sont très dures et suscitent l'indignation au niveau international. Qu'elles soient authentiques ou manipulées, ces images de cauchemar font déjà le tour du monde sur Internet. Envoyées par des groupes de l'opposition syrienne, elles montrent des civils, dont de nombreux enfants, sans marque de blessures apparentes, agonisant sur les dalles de différents établissements. Le commentaire indique qu'elles ont été tournées dans la banlieue de Damas et qu'elles témoignent d'un massacre épouvantable perpétré aujourd'hui par les forces de Bachar el-Assad à l'aide de gaz neurotoxiques. L'opposition syrienne parle de plus de 1000 morts au cours de la nuit dernière dans les régions de la Ghouta orientale et occidentale. Depuis Istanbul, la coalition nationale syrienne a confirmé l'usage d'armes chimiques par le régime et appelé la communauté internationale à en tirer toutes les conséquences. Nous appelons le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale de l'ONU à se réunir pour intervenir en Syrie dans le cadre du chapitre 7 des Nations Unies. Pour leur part, les autorités syriennes ont démenti que l'armée ait utilisé des gaz toxiques et accusé certains médias de diffuser des informations erronées. Confirmés ou non, ces événements ont déjà suscité de nombreuses réactions internationales. S'ils sont vérifiés, ce serait une grave escalade dans l'usage d'armes chimiques en Syrie. Nous sommes déterminés à ce que les personnes responsables rendent des comptes. J'espère qu'il sera clair que l'équipe des Nations Unies maintenant à Damas aura un accès illimité aux zones concernées. Et le Royaume-Uni portera le sujet devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les inspecteurs des Nations Unies chargés d'enquêter sur l'usage d'armes chimiques en Syrie sont arrivés dimanche à Damas. Nul doute qu'ils vont être soumis à d'intenses pressions dans les prochains jours. Venons-en au sport. Football, lancement hier du championnat national populaire communément appelé Navétane. La cérémonie s'est déroulée au stade Demba Diop avec la zone 4B. Une invite a été faite aux zones et aux équipes pour disputer les matchs sans violence. Le match inaugural a vu la victoire de Walidane sur Derklé sur la donc 1-0. Abdul Aziz Ban. L'ambiance est au rendez-vous à l'occasion du démarrage des activités de vacances appelées Navétane. La zone 4B a été choisie pour le démarrage officiel de la région de Dakar. Il s'agit de célébrer la jeunesse, de fêter la jeunesse. Et nous pensons que la jeunesse de la commune d'arrondissement ou de la zone 4B passera d'agréables moments dans la communion, dans le fair play, dans l'esprit de gagner, mais de gagner sportivement. Que la jeunesse, pour l'accompagner dans Safa, il faut s'occuper d'elle avant qu'elle s'occupe d'elle-même. Donc on est là pour l'accompagner. Pour le match inaugural, le champion en titre de la zone 4B, Walidane, faisait face à Derklé. Une rencontre très rythmée avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. C'est l'ASC Walidane qui gagne le match. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Baïda Oudessal à la 60e minute sur une belle frappe. Dans ce match, le fair play a prévalu tout au long. Occasion saisie pour un appel à des Navétanes apaisés. Ce ne sera même pas un appel, mais ce sera un rappel, parce qu'on cesse de le dire. Quand on parle de Navétane, les gens passent à la violence. Mais les Navétanes, c'est autre chose. Nous, comme vous le voyez, on va demander sous le sceau de la solidarité. L'exigence que l'ODECA va faire au niveau des zones, pour que la commande des services soit au minimum de 20 policiers pour couvrir les matchs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également, c'est au niveau maintenant des dispositions de fair play qui ont été validées par l'ORCAV de Dakar, qui ont été aujourd'hui imposées à toutes les zones. Au-delà du sport, d'autres activités sont inscrites dans les programmes des ASC du Sénégal. Elles ont plus de 3 mois pour les dérouler. Lancement officiel du championnat national populaire, c'était hier au stade Demba Diop. Parmi les 6 candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football figure El Hadji Momar Ndiaye, diplômé d'État sur la gestion des deniers publics. L'ancien président de la Renaissance sportive de Yoff propose une gestion rigoureuse et transparente. Lui, Philippe Sagna, nous dresse son portrait. Né à Yoff en 1960, El Hadji Momar Ndiaye a très tôt flirté avec le sport roi.
Déjà en 1977, il était actif dans le mouvement navétane. À l'âge de 17 ans, j'ai eu l'honorabilité d'être qu'on me confie l'équipe cadette d'Indenat, que j'ai géré pendant 13 ans, où j'ai fait sortir des joueurs honorables qui ont joué en l'équipe senior d'Indenat et qui ont joué à l'équipe de l'Espoir de Yoff et qui ont fait remonter l'équipe. Donc j'étais en ce moment-là bien honoré parce que sur les 11 Yoff, j'avais les 6 joueurs que j'avais formés en cadet. Le chef du personnel du district sanitaire Dakar-Ouest est candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. C'est suite à une proposition. Je n'ai pas de problème avec Augustin. Et avant même de déposer, je lui ai dit, petit frère, est-ce que vous allez déposer? Il m'a dit que bon, il faut que je vais me concerter avec mes gens. Je lui ai dit que moi, Yoff a demandé pour que je sois candidat, donc je vais déposer. Il m'a dit, bonne chance. Pour décliner son programme, ce comptable de profession se base sur son exercice quotidien, la gestion des deniers publics. Il y a 3800 clubs de navétane. Si chaque club donnait 10 000 francs, ça fait 38 millions pour la fédé. Pour les équipes amateurs, parce on y met le beach soccer, les équipes féminines et les équipes amateurs, ça fait 300 clubs. Chaque club dépose 100 000 francs pour la fédé. Pour les équipes professionnelles, on peut donner 1 million, ça nous fait 32 millions. Si tu capitalises ces 38 millions, ces 30 millions, ces 32 millions, ça te fait 100 millions. 100 millions dans une banque qui dit que voici mes 100 millions, je veux 1 milliard, automatiquement tu as été 1 milliard. Au soir du 24 août prochain, élu ou pas, El Hadj Omar Ndiaye se réjouit déjà du fait que Yoff le choisisse comme candidat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.